She just went down for her afternoon nap, which is great because, as everybody knows, a well-rested baby is a healthy baby, and also because I'm in the middle of a record-breaking winning streak on Best Fiends. That's what we call a win-win-win. Best Fiends is the mobile puzzle game that turns spare moments into perfect opportunities to keep your winning streak going. Find yourself with some extra free time on your hands? Lose yourself for hours in all the fun playing Best Fiends. You'll team up with a daring band of cute collectible characters, aka Fiends, to solve brain-sparking puzzles. With thousands of levels plus new characters and events added all the time, you'll never run out of ways to win. So go ahead. That win streak record isn't going to break itself. Download Best Fiends free today on the App Store or Google Play. That's friends without the R. Best Fiends. Play Best Fiends. Download free. Attention, attention, le podcast des Petites Frousses y contient des propos qui ne conviennent pas à tous. On va faire parfois des références à de la violence, des termes vulgaires et des sujets qui peuvent être perturbants pour certains. C'est à votre discrétion. Bonjour, Salut! bienvenue aux Petites Frousses, ici Joanie. Et Grégory. Mon Dieu, c'était tellement émission pour enfants. C'est donc. Ici Joanie et ici Grégory. On va faire quelque chose un peu différent pour l'épisode d'aujourd'hui. On va parler de 2 films d'horreur qui sont inspirés de faits réels. 2 films d'horreur que tout le monde connaît, j'ose croire. Un sûr et certain que tout le monde connaît. Puis un autre qui m'a traumatisé. Greg va faire un synopsis de ces films-là. Ouais, moi, je vais expliquer, dans le fond, le film au complet, le synopsis des 2 films. Ouais. C'est ma job. C'est ça. Puis qui de mieux pour faire ça que quelqu'un qui a fait 1 mois en cinéma Garneau? 1 an? Un an. 1 an. 1 an Garneau. C'est ça. C'est ça. Puis moi qui n'ai aucune connaissance dans aucune des matières concernées. Donc on va faire 2 films comme on a dit. Et par quel film on commence, Greg? The Shining, l'enfant lumière. C'est ça. Puis en deuxième, on va vous parler de Jeepers Creepers, qui est Mort de peur au Québec. Ouais, je Mort de pense. peur. C'est la même chose en Europe. En tout cas, c'est lui le film qui m'a traumatisé. Mais on va commencer par The Shining. Alors Greg, j'écoute ton synopsis. The Shining, l'enfant lumière. C'est Jack Torrance qui est joué par Jack Nicholson. C'est un écrivain, puis il est invité à une entrevue pour le poste de gardien de l'Overlook. C'est un grand palace / hôtel isolé dans les montagnes rocheuses du Colorado. C'est vide, puis c'est coupé du monde durant l'hiver. Tu peux pas y accéder, là. C'est vraiment coupé. Le directeur de l'hôtel y avertit Jack que le gardien précédent, Charles Grady, a sombré dans une folie et a massacré sa femme et ses 2 jeunes filles jumelles avec une hache avant de se suicider avec un fusil. Un fusil? C'est pas le plus inspirant, mettons. Mais t'as dit fusil? Ouais. Jack, il accepte malgré tout le poste qui consiste à comme entretenir l'hôtel là, durant l'hiver. Puis il profitera de la solitude pour enfin écrire son foutu livre. Bon. Son fils, Danny, a des visions sanglantes qui l'avertissent d'un danger. C'est un moins bon présage. Ah, c'est ça. Le jour de la fermeture, le directeur fait visiter l'hôtel et le labyrinthe d'à côté dehors. C'est comme un labyrinthe là, de haies, là, en fait. Mhm. Mais là, les jumelles Grady apparaissent à Danny dans la salle de jeu. Avec leur petite robe bleue. Avec leur petite robe bleue. Il communique également, Danny, le petit gars, il communique également avec le cuisinier Halloran par télépathie. Puis, le cuisinier lui interdit d'approcher la chambre 237 qui, autrefois, a abrité les corps de la famille Grady. C'est comme la chambre maudite, mettons. Donc, Halloran explique à Danny qu'ils sont tous les 2 doués d'un don de télévoyance, Télévoyance. un don de voyance télépathique. Attends, c'est le télévoyance, ce genre d'affaire qu'il y bon, avait sur TQS après minuit. Ouais, c'est bon, ça. Ouais. Puis, dans le fond, ce don de voyance-là, il s'appelle le Shining, d'où le nom du film. Donc, l'hôtel, il se vide, puis les 3 protagonistes, là, ils se retrouvent seuls. Donc, Jack, il est inspiré, il commence à taper sur la machine, parce qu'à l'époque, c'est une machine à écrire. Là. C'était pas le MacBook Pro. Là. Non. Donc, les lignes téléphoniques, ils sont coupées par la tempête de neige 1 mois à peu près là, après leur arrivée. Donc, Wendy, la femme, elle ne peut pas communiquer avec personne à l'extérieur que par la radio. Donc, Danny parcourt les couloirs de l'hôtel sur son petit tricycle, puis il fait une halte devant la porte de la chambre 237. Il essaye d'y entrer, mais, of course, la porte est barrée.
Dans les couloirs de l'hôtel, il rencontre les jumelles qui l'invitent à jouer avec elles à jamais. La vision des jumelles massacrées terrifie le garçon, tandis que Jack donne ses premiers signes de dérangement mental. Oh! Il s'en commence à venir pas bien. Alors que Danny joue avec les petites voitures dans le corridor, une balle roule à ses pieds. Mais le couloir il est pourtant vide. À quelques mètres, il y a la porte de la chambre 237 et elle est entrouverte. Danny, il rentre. Pendant ce temps-là, Jack, le père, il est endormi dans son fauteuil. Il fait un cauchemar dans lequel il massacre toute sa famille. Ses cris alertent Wendy, qui accourt. Puis, pendant qu'elle tente de le calmer, il lui raconte son rêve. Danny apparaît dans l'embrasure de la porte. Wendy, sa mère, elle remarque que des traces de strangulation autour de son cou. Autour du coup de qui? Du petit. OK, oh! Parce que le petit revient de la chambre 237. Ouais. Dans le fond, Wendy, elle accuse Jack et sort de la pièce avec son fils, paniqué. Parce qu'il y a eu une petite histoire, là, il y a longtemps, que le père avait comme maltraité Danny. Ah! Fait que c'est pour ça que c'est comme un petit peu tabou dans la famille. OK. Furieux, Jack se promène dans les couloirs. Puis il entre dans une grande salle de bal, la Gold Room. Puis il s'arrête devant le bar vide dont le miroir reflète son image. Il ferme les yeux, puis il rouvre. Les étagères du bar sont maintenant couvertes de bouteilles et un barman lui fait face. Jack il semble le connaître parce qu'il l'appelle par son prénom, Lloyd. Un peu bizarre. En dégustant un bourbon, il avoue à Lloyd qu'il a déjà démis l'épaule, qu'il a déjà défait l'épaule à Danny 3 ans auparavant. Défaite l'épaule. Ouais, c'est comme s'il avait comme brisé l'épaule. Il a comme déboîté l'épaule. Hi. Il y a 3 ans. Mais il affirme que c'est un accident, tu sais que bon. Puis il affirme aussi qu'il n'a plus jamais touché à son fils. La scène est interrompue par l'arrivée de Wendy. Elle lui annonce qu'une femme a agressé Danny dans la chambre 237. Jack y s'y rend à de pas ferme. Dans la salle de bain, il découvre une jeune femme qui tout nue dans la baignoire. Puis la femme, elle l'invite à l'approcher. Pendant qu'ils s'embrassent... Oh mon Dieu, vite de même! Oh, oui, vite de même, direct, il a pas Mon niaisé. Dieu! Pendant qu'ils s'embrassent, la jeune femme devient un cadavre en décomposition. C'est écœurant. Il le regarde comme par le miroir en arrière puis il voit son dos tout dégueu. Arc! Jack, il prend la fuite, puis à son retour, il dit à Wendy qu'il n'a rien trouvé dans la chambre, puis il se dispute. Hein? Oui. Franchement. Un vrai coquin, ce Jack-là. À des centaines de kilomètres de l'hôtel, Halloran, le cuisinier, il a Oui. une vision. Lui aussi? Oh. Ouais, ben oui, parce que lui aussi, il a le Shining, il a le pouvoir, Ah, comme c'est ça. Danny. Excuse-moi. Donc là, il a une vision, puis il tente d'appeler à l'hôtel sans résultat. Il est inquiet, puis il prend l'avion. Jack, il retourne dans la Gold Room, l'espèce de salle de bal, là, Ouais. où est-ce que le bar et tout ça. Mais là, la salle est remplie d'invités en tenue de soirée dans les années à peu près 1920-1930. Il bouscule par accident un serveur qui lui dit être M. Grady. Il lui recommande d'être vigilant car son fils s'évertue à faire venir quelqu'un de l'extérieur. Grady, c'est lui qui a tué toute sa famille dans la chambre 237. C'est ça, exactement. Dans le fond, Jack, c'est comme Une parallèle. un monde parallèle de cette famille-là, dans le fond. Mais plus Ouais, c'est tard. comme aller dans le passé. Parce que ça se passe à peu près dans les années 70. Donc, Grady, il conseille à Jack de mieux contenir sa famille, voire de la corriger comme lui-même l'a fait avec sa propre famille. Peut-être, tu sais, c'est ça. Mauvais conseil. Fait que là, Jack, il se laisse manipuler, puis il sabote la radio et la charrue, qui est comme le véhicule d'hiver, là. Puis ça, c'était le seul véhicule qui permettait de partir de l'hôtel, à cause que la tempête a fait que les routes sont, tu sais, tu peux pas y aller. là. Inaccessible. Sont inaccessibles, ouais, Mhm. c'est vraiment isolé. Tout bascule lorsque Wendy découvre les pages du roman de son mari. Oh! Parce que, tu sais, il travaillait un peu Ben pendant ce temps-là. oui! Ils sont entièrement remplis de la phrase « All work and no play makes Jack a dull boy ». Ça veut dire, en fait, trop de travail et pas de plaisir font de Jack un enfant plate. Fait que c'est écrit ligne après ligne après ligne après ligne, c'est que ça pour des pages et des pages et des pages. C'est creep. Un peu fou, un peu fou. Donc là, Jack, il tombe dans une psychose meurtrière. Là, il snap. Il tente une première fois de tuer Wendy, qui l'assomme avec une batte de baseball, puis elle l'enferme dans la chambre froide de l'hôtel, qui est comme un genre de frigidaire garde-manger. là. Ouais. Mais Jack, il est libéré du garde-manger par Grady. Mais Grady, il est mort, il s'est tiré avec le fusil. Donc, il est libéré du garde-manger par Grady après une conversation dans laquelle il confirme sa volonté de tuer sa femme et son fils. La confrontation finale entre Jack et Wendy se produit. Tu sais, c'est la fameuse scène là, avec la hache dans la porte de la salle de bain. Oui. Qu'il y a beaucoup de mimes Exact. de cette scène. Donc, le mari fou, il poursuit sa femme en boitant après une chute. Armé d'une hache dont il se sert pour fracasser les portes des pièces dans lesquelles se réfugient Danny et Wendy.
Here's Johnny! Très inquiet à cause des visions et de ses contacts télépathiques avec Danny, qui répète et écrit partout Red Room. À l'envers, Red Room, c'est murder. En fait. Quand j'ai réalisé ça, j'étais abasourdie. Ouais. Halloran arrive en charrue à l'hôtel Overlook. Fait qu'il était capable de l'extérieur d'avoir un véhicule d'hiver pour se rendre. Mais Jack, embusqué, se garoche sur lui et le tue d'un coup de hache. C'est plate. On l'aimait bien. Donc Wendy, elle profite de l'arrivée d'Halloran pour s'échapper dans l'hôtel. Wendy profite de l'arrivée de Halloran pour s'échapper dans l'hôtel. En entendant ses cris, Danny hurle à son tour et sort de sa cachette. Jack le poursuit en dehors de l'hôtel. L'enfant se dirige vers le fameux labyrinthe à l'extérieur. Parce qu'il n'est pas cave, Danny revient en marchant dans ses propres empreintes dans la neige et il réussit à semer son père qui se perd. Son père qui se perd. Son père qui se perd. Jack meurt gelé, prisonnier dans le labyrinthe de l'hôtel Overlook, tandis que Wendy et Danny s'enfuient dans la charrue, le véhicule d'hiver, de Halloran. Une dernière scène, elle montre une vieille photographie accrochée sur le mur d'hôtel. On y voit Jack en tenue de soirée au milieu des invités. Ce qui est écrit sur la photo, c'est Overlook Hotel, le 4 juillet, le bal, 1921. Ah, c'est fucké, ça. Voilà. C'est une très bonne fin. Ouais, vraiment. Personnellement, je me souviens pas d'avoir écouté le film. Mais c'est pas vrai. Je me souviens d'avoir écouté le film, mais je me souviens pas tant du film. Je me souviens des moments marquants. Je me rappelle de quand il cligne les yeux, puis là, le bord devient comme illuminé, puis là, il y a plein de bouteilles. Ouais. Puis je me rappelle, dans le labyrinthe, je me rappelle que la vue de lui gelé m'avait tellement fait peur. Ouais. Ça m'avait vraiment marqué. Puis j'étais jeune quand même quand je l'ai vu, mais je ne l'ai jamais réécouté. Non, c'est un excellent film. Kubrick, le réalisateur, il a fait un chef-d'œuvre avec ça, là. Ouais, mais je vais en parler un peu de ça, parce qu'à la base, le film est inspiré d'un livre écrit par Stephen King. Mhm. Stephen King était très peu satisfait de ce que Stanley Kubrick a fait, au point où Stephen King a demandé d'être complètement disassocié de ce film-là. Il a demandé que son nom ne soit pas dans les crédits, pour plusieurs raisons. Il y a des différences dans le film, comme par exemple, dans le livre, c'est la chambre 217, dans le film, c'est 237. Dans le livre, l'hôtel explose, dans le film, Jack meurt congelé. Dans le livre, c'est pas un labyrinthe en haie, c'est genre des espèces de statues d'animaux, si je me trompe pas. OK. Des petits détails comme ça, mais il y a d'autres choses que je sais qui ont vraiment dérangé Stephen King. Puis, c'est surtout que le message que Stephen King essaie de faire passer par rapport à ce livre-là, il y a comme un parallèle avec sa vie, comment lui agissait avec son fils, surtout avec l'alcoolisme que Stephen King que souffrait à ce moment-là, puis il trouvait que c'était complètement effacé du film. Il y a aussi le fait que Stanley Kubrick a été vraiment, vraiment méchant avec l'actrice qui joue Wendy, que je me souviens pas de son nom. T'as dit, j'aurais dû me le noter. Mais il a vraiment été méchant avec. Je pense que la scène du cri là, dans la salle de bain, il a fait refaire 100 fois dans la même journée. Il était. Ouais, le réalisateur était rough sur le plateau. Ouais, puis surtout envers elle, de ce que j'ai cru comprendre. Fait que c'est pour ça que Stephen King a fait OK, tu veux faire ce que tu veux faire avec mon œuvre, ben bye. Mais là, parlons de l'inspiration. Quel fait réel a pu arriver pour inspirer le film The Shining ou L'Enfant en lumière? Je sais vraiment pas. C'est parfait alors. En 1974, Stephen King et sa femme Tabitha ont passé une nuit à l'hôtel Stanley au Colorado, aux États-Unis. L'hôtel a été construit en 1907 et est encore ouvert aujourd'hui. Cet hôtel offre une vue panoramique sur les montagnes rocheuses. Donc déjà là, on voit l'inspiration de l'emplacement, l'hôtel, les montagnes rocheuses, etc. Quand le couple est arrivé sur place, ils ont appris qu'ils allaient être les seuls à passer la nuit là-bas parce que le personnel s'apprêtait à fermer l'hôtel pour la saison. Les King passeraient la nuit dans la suite 217, qui dans le film, c'est 237, comme j'ai dit tantôt. En soirée, Stephen King et sa femme Tabitha sont allés au restaurant de l'hôtel Stanley. Leur repas leur a été servi dans une salle à manger vide, accompagnée d'une musique orchestrale qui résonnait jusque dans les couloirs. C'est une ambiance... Ouais. Cette nuit-là, Stephen King a fait un cauchemar. Un cauchemar qui, au final, s'est avéré très lucratif. Dans son rêve, il a vu son fils de 3 ans courir dans les corridors de l'hôtel Stanley. Son fils regardait par-dessus son épaule en courant, les yeux écarquillés, il criait. Il était poursuivi par une lance d'incendie. C'est genre le gros tuyau, là. Ouais. Stephen King a dit « Je me suis réveillé terrorisé, transpirant de partout, à moins d'1 pouce de tomber du lit. Je me suis levé, j'ai allumé une cigarette, assis sur une chaise en regardant les rocheuses par la fenêtre. Le temps que ma cigarette soit terminée, j'avais le squelette du livre fermement ancré dans mon esprit.
Et voilà, C'est bien. c'est vraiment parti de ça. Tant qu'à parler du Shining puis de l'hôtel Stanley, je vais vous parler un petit peu de l'hôtel Stanley parce que semblerait-il que l'hôtel soit véritablement hanté et même l'hôtel le plus hanté du Colorado. Faut savoir que juste avant la visite de Stephen King et la publication du livre The Shining, l'hôtel était sur le bord du précipice. C'était une question de temps avant que ça soit la faillite. D'après le site de l'hôtel Stanley, il y aurait 4 chambres hantées. La suite 217, évidemment. Mhm. Il y aurait aussi la 401, 407 et 428. Je vais commencer par vous parler des supposés incidents de la chambre 217. Donc, dans cette suite, les clients ont témoigné que certains de leurs biens s'étaient déplacés. Ils n'étaient pas là où ils devraient être. Ils ont signalé aussi des lumières qui s'allumaient et qui s'éteignaient, des bagages déballés et l'apparition d'une femme de chambre en habit démodé. Jim Carrey est resté à l'hôtel lors du tournage du film La cloche et l'idiot. Oh, je savais pas. Puis La cloche et l'idiot qui est sorti en 1994. Il aurait dormi dans la chambre 217. La rumeur dit que Jim Carrey aurait tellement eu peur qu'il serait sorti de la chambre 217 quasiment tout nu au beau milieu de la nuit. D'autres membres de l'équipe de tournage auraient également été mal à l'aise dans la chambre 217. Les autres chambres que j'ai nommées au 4e étage, 401, 407, 428, la seule chambre qui a des détails précis de ce qui se serait passé, c'est la 428. Il y aurait des gens qui auraient entendu des bruits de pas, des bébés qui se déplacent, des visiteurs ont témoigné avoir vu un cow-boy, Un petit cowboy. un petit cow-boy aux allures sympathiques qui apparaît au coin du lit. Sinon, pour le reste de l'étage, on raconte entendre des enfants courir et jouer. Les portes de placard ont tendance à s'ouvrir par elles-mêmes. Ouf. Ça, là, Ça, c'est inacceptable. c'est non. J'ai voulu regarder les tarifs de l'une de leurs supposées chambres hantées. Puis j'ai pas pu savoir parce qu'elles sont toutes louées jusqu'à la fin août 2023. Ouais, c'est super touristique dans le fond. Là. Ben c'est ça, c'est pour ça que je disais au tout début, avant la publication du livre, cet hôtel-là, il allait fermer. Puis là, cet hôtel-là, il s'est fait revivre par supposément une hantise. Fait que oui, ils ont profité de ça, là. Ben oui. Clairement. Est-ce que pour autant, il n'y a rien qui se passe? Peut-être pas, là. En tout cas, je vais parler un peu plus de l'hôtel parce que là, j'étais curieuse de voir s'il y avait des gens sur TripAdvisor qui laissaient des commentaires par Ouais. rapport à ça, tu sais, avoir des témoignages. Il y a personne qui laissait vraiment des commentaires qu'il leur est arrivé quelque chose. Il disait que l'ambiance était spooky, que ça faisait peur un peu, Mhm. que c'était beau. C'était grandiose. Puis, tu sais, c'était super grand. Puis, tu sais, ça reste que c'est super. Tu sais, c'est glauque parce que c'est pratiquement inhabité. C'est vieillot, mais à la base, tu sais, c'est super beau, c'est grand et tout ça. Là. Ouais, mais maintenant, c'est plus inhabité, là. Maintenant, l'hôtel est toujours Oui, plein, oui, c'est là. ça. Fait que c'est plus... T'auras plus cette ambiance-là. Ton imagination va, puis c'est sûr que tu vas te créer une ambiance toi-même épeurante. Mais les commentaires qui reviennent le plus, ce sont des très mauvais commentaires par rapport à l'hôtel. Problème de chauffage, téléphone qui fonctionne pas, c'est sale, très bruyant. Même la nuit, à cause qu'il y a des visites nocturnes. Ouais. Dans le genre visite hantée dans le Vieux-Québec, ou peu partout dans le monde, ils font ça, là, à des places touristiques. Ben c'est ça, ils font des visites la nuit avec un groupe de personnes, puis ça réveille les gens de l'hôtel qui dorment là. Ils sont là pour Ils monétiser. sont là pour monétiser en tableau sale. J'ai vu plusieurs personnes qui ont écrit qu'une suite normale, là, non hantée, s'élève à 400 pièces US la nuit. Fait que ça revient à 500 pièces canadiens, à peu près. Un petit peu plus que 500 pièces canadiens. C'est Ouais. très cher pour aller dormir une nuit dans une chambre sale que ton téléphone marche pas, là. C'est Puis sûr. J'ai vu des photos où t'as même pas le petite affaire pour mettre le papier de toilette, ton rouleau de papier de toilette. Il a été arraché du mur. Le porte-papier. Le porte-papier de toilette. Fait que t'as le beau petit rouleau sur le dessus de la toilette qui, le morceau en porcelaine, est pas le bon. Fait que c'est trop grand. Fait que quand tu t'assois, tu te frappes dans le dos. Ridicule. OK, ouais. Ils se sont créés une réputation à cause du livre et du film, puis ben... Ça a été probablement mal géré, Ouais. tout ça. Là. À la base, quand ça a été construit, c'était sûrement probablement très luxueux. Tu sais, il y a une salle de bal, il y a, tu sais, il y a les immenses cuisines. Tu sais, ça devait être assez luxueux, mais là, ça a sûrement vraiment dépéri. Puis le monde Ouais. s'en fout, puis il va juste avoir des visites de Ouais. gangs de jeunes qui viennent voir ça. Puis, tu sais, Ouais, c'est pour plus du juste un tourisme, hôtel. tu sais, pour du tourisme noir, là, en fait. C'est Ouais. plus ça. Là. Mais c'est ça, c'est pas juste un hôtel, c'est rendu une place touristique, c'est un attrait touristique. En 2015, un labyrinthe en haie a été construit devant l'hôtel Stanley, inspiré du film. Mhm. Comme là où le personnage de Où Jack Jack- Nicholson est décédé. Puis des visiteurs ont rapporté avoir ressenti un sentiment d'anxiété dans le labyrinthe. Mais je pense que n'importe quel labyrinthe, tu te sens anxieux, là, t'es dans un labyrinthe.
Mais c'est Oui. sûr que si tu vas là, puis tu penses au film, t'es fan du film, décides de choisir cet hôtel-là à cause de ça, c'est sûr que ton imagination va rouler. Ben oui, puis tu sais, tu te mets dans ta tête que, OK, je m'en vais là. Tu sais, tu pars déjà avec une idée préconçue. Tu sais, Ouais. je sais pas, tu fais un mindset. Que, Ouais, puis tu tu sais. crées des liens. Mhm. Fait que c'est pas mal ça que j'ai trouvé pour les événements particuliers qui se seraient déroulés à l'hôtel Stanley, qui lui a inspiré Stephen King à écrire son livre et qui a éventuellement devenu un film à succès. En tout cas, c'est bien intéressant. Ouais. Oui, ici Grégory pour une petite pause publicitaire. Les Petites Frousses aimeraient prendre un instant pour vous parler de Spooks and Spanks, une compagnie gérée par une seule femme ici au Québec. Spooks and Spanks confectionne une variété de produits pour le visage, les cheveux, le bain ou la douche. Ça sent bon, pis c'est beau dans les yeux. Ta visite va te complimenter, c'est pas mal sûr. Les produits sont véganes, faits avec des ingrédients provenant de la nature et c'est sans cruauté animale. C'est une entreprise qui est consciencieuse pour les humains, les animaux puis la planète. Spooks and Spanks et les Petites Frousses vous offrent 15% de rabais sur votre panier en utilisant le code Petite Frousse. Le prochain réapprovisionnement aura lieu le 29 avril 2022 à 15h, l'heure de l'Est. Dépêche-toi, parce que ça part vite. Allez voir Spooks and Spanks sur Instagram. C'est un coup de cœur assez garanti. Visitez le site web spooksandspanks.com pour commander et économiser 15% avec le code promo Petite Frousse. C'est valide pour une durée limitée. La livraison, elle se fait à l'international. Ouais. Veux-tu qu'on enchaîne directement pour Mort de peur, Jeepers Creepers? Oui, j'aimerais juste dire que ce film m'a vraiment fait peur quand j'étais jeune. Moi, j'avais été voir, parce que là, il y en a deux ou Il y en a trois. Il y en a 3 trois. Moi, je me souviens d'avoir été au cinéma voir le 2. dans l'autobus. Celui dans l'autobus. Et ça, j'avais fait un petit pipi, là. Ouais. Au cinéma, c'est quelque chose. Ouais. Puis, tu sais, c'est sur 100 quelle année? En 2002? Début 2000, très début 2000. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'avais à peine 10 ans, là, même pas. Ouais. Moi, j'ai vu le premier. Je faisais semblant de dormir sur le sofa pendant que mes parents l'écoutaient. Puis là, t'es comme, on s'en fout, tu sais, on l'écoute, la petite adore sur le sofa. Je ne dormais pas. J'ouvrais mon œil de temps en temps. Et ce que je voyais me faisait tellement peur. Et je me rappelle... En tout cas, on va expliquer le film, ça va être plus clair, là. Ouais. Mais ce film-là m'a fait incroyablement peur. Puis j'ai seulement été capable de le réécouter avec toi il y a 4 ans. Ouais. Tu sais, à l'époque où il y avait des monstres, on tripait sur Freddy, on tripait sur Halloween, tu sais, les slashers les années 80, fait que c'était comme une nouvelle bête qui Ouais, était bien le fun. C'était pas une bête connue comme, tu sais, on voyait comme justement avec Vendredi 13, Jason, puis tout ça. Ouais. Fait que raconte-nous donc ça, ce petit film-là. Ben oui, mais en fait, c'est un frère et une sœur. C'est Trish Jenner et son frère Daryl qui rentrent de l'université pour les vacances d'été. Fait qu'ils sont en voiture, puis ils reviennent à la maison. Pendant qu'ils traversent une route de campagne en Floride, il y a un vieux camion dégueulasse qui les menace, puis il finit par passer. T'sais, il se met en arrière, il se tient proche, il klaxonne, puis finalement, il décide de les contourner. Plus tard, sur leur route, ils voient le même camion stationné à côté d'une église abandonnée, avec le chauffeur qui glisse de ce qui semble être des corps enveloppés dans des draps tachés de sang dans un grand tuyau qui dépasse du sol, sur le bord de l'église. T'sais. Il a remarqué leur voiture passer, donc le conducteur retourne dans son char, les poursuit, puis les fait sortir de la route. C'est Ouais. pas fin. Ouais. Un pas fin. Ouais. Quand le camion quitte les lieux, Daryl convainc Trish de retourner à l'église. Après une petite enquête, Daryl entend des bruits provenant de l'intérieur du tuyau. Puis comme un génie, il décide de ramper à l'intérieur, mais il finit par tomber dans le tuyau. Au fond du trou, il trouve un homme qui est en train de mourir avec des points de suture tout le long du ventre. Ah! Il y a des centaines d'autres corps cousus au mur et sur le plafond du sous-sol. Et les corps de Kenny et Darla, un couple de balles qui avait disparu 23 ans. Un couple de balles. Ouais, c'est comme un couple, tu sais, comme le roi et la reine du bal, là, du secondaire, genre. Le couple populaire. OK. Qui avait disparu 23 ans auparavant. Après s'être sortis du trou, les deux, ils fuient les lieux et tentent de contacter la police dans un restaurant. Ils sont appelés par une femme weird qui leur dit qu'ils sont en danger. Comme une madame fait « Hey, vous autres, vous êtes dans la merde. »
La madame est pas weird, là. Je suis pas d'accord. La femme dans le film, c'est l'héroïne, là. Mais elle continue. Ouais, mais tu sais, une femme qui disait « Hey, t'es dans danger », Non, tu sais, c'est j'avoue. un peu bizarre. J'avoue. Oui, mais oui, madame. Donc, elle joue la chanson Jeepers Creepers sur un tourne-disque et leur dit que la chanson Jeepers Creepers, c'est le chant à du diable. Jeepers creepers, where'd you get those creepers? Jeepers creepers, where'd you get those eyes? Ils sont confus, puis ils ignorent son avertissement, puis ils partent avec 2 policiers qui assurent une genre d'escorte de sécurité pour pour retourner à l'église. Pour retourner à l'église, dans mes souvenirs, la toune, c'était pas ce qui annonçait sa venue. Genre, si t'entends la chanson, ça veut dire qu'il s'en vient. T'en souviens pas? Je m'en souviens pas, non. Donc, pendant le voyage du retour à l'église, la police, elle apprend à la radio que l'église a pris feu puis que toutes les preuves potentielles ont été détruites. Un drôle d'adon. Les policiers sont alors attaqués puis tués par le chauffeur qui charge leur corps dans le camion. Ah, cette scène-là, m'a tellement fait peur parce que je me souviens qu'il arrache la tête du policier par le haut de la voiture. Genre, il monte sur le dessus de la voiture, il passe à travers la tour avec ses grands griffes sales, puis là, il arrache la tête du policier. Après ça, il fait exprès de faire un spectacle pour les 2 personnes qui sont en voiture, puis il prend la tête du policier, il se met face à face à la tête du policier, puis il tire sa langue avec ses dents. Oui, c'est vraiment dégueulasse. Oui. Donc, témoins de tout ça, Trish et Daryl, ils partent terrorisés. Un peu normal. Les 2 s'arrêtent chez une femme âgée qui habite, isolée là, dans une rue, puis elle vit seule avec ses chats. Puis là, quand ils s'arrêtent chez elle, il a supplie d'appeler la police. La femme est en train d'appeler la police jusqu'à ce qu'elle remarque que le chauffeur se cache dans sa cour en prenant la place d'un épouvantail. Il se cache dans la maison et fait fuir tous les chats. Puis la madame a pensé que le chauffeur voulait faire du mal à ses chats, fait qu'elle tente de le tirer avec son fusil, mais finalement, le chauffeur la tue avant de révéler son visage inhumain à Trish et Daryl. Il fait peur. Il est pas beau, il est pas cute. Donc Trish est dans la voiture puis elle fonce et elle écrase à plusieurs reprises le conducteur avec sa voiture. Le conducteur qui est le méchant. Ouais. Mais elle reste horrifiée en voyant qu'une aile géante déchirait son trench coat et se rabatte en l'air. Donc le méchant, là, il est pas très humain. Non, il n'y a pas de titre. Donc les 2 jeunes, ils calissent leur camp et ils se rendent à un poste de police local où ils sont approchés par Giselle Hartman, la femme qui les a appelés au restaurant. L'héroïne, L'héroïne. à mon avis. Ouais. Elle leur raconte la vraie nature du chauffeur. C'est une ancienne créature connue sous le nom Creeper. La créature, elle se réveille à tous les 23 ans au printemps, pendant 23 jours, pour se nourrir de parties de corps humains, qui forment alors les parties de son propre corps. Ah, c'est écœurant comme principe. Elle leur dit aussi que la créature cherche ses victimes par la peur, et qu'en sentant la peur de Trish et Daryl, le Creeper a trouvé un parfum qui a mis l'eau à sa bouche. Il aurait fait en crise avec moi maintenant. Ouais, ça, tu feras pas long feu. Non. Donc le Creeper, il est blessé, il arrive au poste de police, il coupe le courant, l'électricité, et il bouffe plusieurs prisonniers pour remplacer ses organes endommagés. Parce qu'il s'est fait foncer dessus à plusieurs reprises. Il s'est fait tirer dessus. C'est ça. Donc là, le Creeper, il est encerclé par la police, mais il en tue un certain nombre avant de s'échapper. Pris au piège, Giselle prévient Trish et Daryl que l'un d'eux mourra d'une mort horrible. Daryl demande à savoir c'est qui, et Giselle regarde Trish. Sa sœur. Le Creeper les trouve, mais épargne Giselle avant de coincer Trish et Daryl dans une genre de salle d'interrogatoire à l'étage du poste de police. Après les avoir reniflés, humés et goûtés, le Creeper jette Trish de côté et choisit Daryl. Trish offre sa vie pour celle de son frère, si au début, le Creeper semblait obéir aux obligations de Trish. Il finit par s'échapper par une fenêtre et s'envole avec Daryl. Le lendemain, Trish est récupérée par ses parents et Giselle rentre chez elle avec regret. Dans une usine abandonnée, il est révélé que le Creeper a enlevé l'arrière de la tête de Daryl et lui a pris ses yeux. Le Creeper voulait les yeux de Daryl parce que la peur qu'il a ressentie quand il a vu les corps dans le sous-sol de l'église a fait de lui une proie de choix pour le Creeper. Dans une scène du fin de générique, le Creeper conduit son camion sous le soleil couchant à la recherche de nouvelles proies. En voyant la caméra, il appuie sur le klaxon avant de lancer un sourire maléfique. Et la fin. Qu'est-ce que tu penses qui aurait bien pu inspirer ce film-là? C'est sûr qu'il doit y avoir des affaires de légende puis de mythes.
l'affaire de 23 ans, 23 jours, la créature diabolique qui, tu sais, d'après moi, ça vient un peu d'un mythe ou des légendes. OK. Sinon, ça doit être peut-être un cannibale, je sais pas, j'ai aucune idée, je savais même pas que c'était inspiré d'un truc réel, fait que j'ai vraiment hâte que tu m'en parles. Le réalisateur et le scénariste du film, Victor Salva, il a jamais admis qu'il y avait un lien entre le film et l'événement qui s'est passé dans la vraie vie en 1990. C'est pas un mythe, c'est pas une légende, c'est pas du folklore, c'est vraiment quelque chose qui est arrivé. Fait que jamais admis, mais c'est évident, là. Tu peux pas voir ces deux choses l'un à côté de l'autre puis pas voir un lien. C'est surtout l'introduction du film, la première scène du film qui a été inspirée par exactement la même chose, mais avant, je dois donner un peu de background sur ce qui s'est passé. Marilyn Depew, 48 ans, et Denis Depew, 46 ans, étaient mariés depuis 18 ans. Ils avaient 3 enfants et ils habitaient à Coldwater, au Michigan. Les Depew semblaient vivre une vie simple, mais la réalité, c'est que le couple allait très mal. Il y avait énormément de tensions. Les enfants ont dit que leurs parents ne se parlaient même pas. Genre, ils étaient même pas au point de se chicaner, ils se parlaient juste pas. OK. Denis était violent puis il s'isolait du reste de sa famille. Il accusait sa femme, Marilyn, d'éloigner ses enfants de lui. En 1989, Marilyn a demandé le divorce. Elle a dit à son avocat, Richard Colbeck, que Denis essayait de la dominer, de la contrôler et qu'il prenait des décisions à sa place. Marilyn voulait être plus elle-même. Marilyn a gardé la maison et a obtenu la garde principale de ses enfants. Denis avait le droit aux visites aux 2 semaines. Aussitôt que le divorce fut officiel, Marilyn a changé les serrures. Les enfants étaient souvent réticents à l'idée de passer du temps avec leur père. Il y avait clairement un écart, ou comment je pourrais dire, il y avait clairement quelque chose qui distançait Il y les avait un enfants. détachement psychologique, émotionnel, tout le kit. Là, Ouais, avec c'est leur ça. père, là. Tu sais, quand tu vois ton père abuser ta mère, là, c'est sûr qu'à un moment donné, t'as pas vraiment envie d'être seul avec, là. C'est pas ton préf. C'est pas ton préf. En tout cas, j'ose imaginer. Le 15 avril 1990, c'était un dimanche de Pâques. Denis venait chercher les enfants et ça leur tentait pas trop d'aller passer la journée avec leur père, comme je disais tantôt. Mhm. Ça a mis Denis en tabarnak. Lui et Marilyn se sont mis à chicaner. Denis s'est mis à pousser son ex-femme, puis à la frapper, puis à la pousser en bas des escaliers du sous-sol. Une fois en bas des marches, Denis a continué de frapper Marilyn. Les enfants le suppliaient d'arrêter. La fille aînée du couple Depew a couru chez un voisin pour contacter la police. Pendant ce temps-là, Denis Depew a remonté Marilyn du bas des marches en la mettant sur son épaule. Là, je sais pas trop. Là. Ouais. Il a mis Poche de patate. une poche de patate. C'est juste pour l'image, vous comprenez? À ce moment-là, Marilyn était sévèrement mochée. Denis a dit à ses enfants qu'il amenait leur mère à l'hôpital. Marilyn Depew ne s'est jamais rendue à l'hôpital. C'est la partie suivante qui a inspiré l'introduction du film Mort de peur ou Jeepers Creepers. OK. Un jeune couple, Mary et Ray Thornton, dans le film, c'est frères et sœurs, mais dans la vraie vie, c'était un couple. Ils roulaient en voiture sur une route déserte de Coldwater, au Michigan. La route se nomme Snow Prairie Road. Puis j'ai regardé, puis c'est vrai qu'il n'y a rien. Mary et Ray faisaient un petit road trip pour le plaisir. Ils faisaient souvent ça, ils aimaient ça se promener en char, puis la musique, tu sais. Une C'est petite les affaire années 90. Il n'y a pas TikTok. Tu sais. Une petite sortie de coupe. Sortie de couple. Tout à coup, ils ont aperçu une camionnette arriver à toute vitesse derrière eux. C'était une Chevrolet verte 1984. Une grosse vanne. C'était Denis Depew. Le Chevrolet collait les Thornton dans le cul. Puis finalement, il les a dépassés. Mary et Ray jouaient souvent un jeu sur la route où ils prenaient les chiffres et les lettres d'une plaque d'immatriculation, puis ils faisaient une forme de... Ils essayaient de former une phrase avec ça. Ouais, OK. Puis ça les faisait rire. Passer les temps. On fait tout un peu ça. On fait tout un peu ça. Des fois, on regarde une plaque et on fait des liaisons dans nos têtes. La plaque d'immatriculation de la camionnette, qui était désormais devant leur voiture, parce qu'elle les avait dépassés, avait les lettres G et Z. Donc, Marie a fait le jeu de mots. Jeez, il est vraiment pressé. Jeez étant une expression anglophone qui, selon le Urban Dictionary, signifie une exaspération ou un agacement mineur et serait un dérivé de Jesus Christ. Mhm. Dans le film, il arrive la même chose. La voiture du monstre les dépasse et là, il y a une plaque et la plaque épelle B espace E-A-T-N espace U. Be eating you, qui veut dire je te mange. Oh, Ouais, puis tu peux même l'acheter sur Amazon, là, cette plaque-là. nice. J'imagine mal une bébite des temps anciens. Troller le monde avec des plaques personnalisables. Ouais, c'est ça. Mais bon, Ouais. c'est une petite touche, je fais. Moi, la plus belle plaque, personnellement, que j'ai vue sur la route, parenthèse, une plaque écrit barbecue. Oui, juste barbecue, BBQ. Puis quand on avait voulu aller chercher notre voiture, toi et moi, on avait demandé s'il n'y avait pas une plaque avec barbecue dessus. Puis la fille était vraiment pas down de nous endurer, demander Non. des plaques barbecue. Non, il y a des bonnes plaques maintenant au Québec depuis qu'on peut les personnaliser. Non, je n'ai pas vu des bonnes, moi. J'ai vu, ouais.
J'ai vu, ouais. C'est hot. J'ai vu des noms de famille. J'ai vu des plaques écrites Mustang sur un char Mustang. Mais... Imagines-tu, t'as une petite Corvette, tu mets une plaque Mustang, en tout cas. Excusez. Non, pff. Par après avoir vu cette plaque-là, ben, ils ont perdu la camionnette de vue, Marie et Ray Thornton. Plus tard, en continuant leur route sur la Snow Prairie Road, ils ont passé devant une vieille école abandonnée construite en 1968. Elle fait peur, mais tu sais, je veux dire, c'est une vieille école abandonnée. Je pense que n'importe Ouais. quel bâtiment abandonné fait peur. Je vais la mettre sur Instagram. Dans le film, c'est une église, comme tu as Ok. dit. Pendant que la voiture des Thornton s'approchait de l'école, Marie a distingué un homme, qui était Denis, dans le fond, Ouais. en dehors d'une camionnette, marcher derrière l'école avec une couverture blanche ensanglantée dans les mains. Marie a alors réalisé que c'était la même camionnette qui les suivait dans le cul. La Chevrolet verte 1984. Marie et Ray ont continué leur route en ayant un peu moins de plaisir. Ils se disaient qu'ils devaient trouver une cabine téléphonique pour aviser la police. Pas de téléphone cellulaire en 1990. Quelques minutes plus tard, la camionnette est apparue derrière eux encore une fois. Il les a étampés dans le derrière pendant 2 à 3 kilomètres. C'est long, là, se faire suivre dans le cul, là. Oui, t'as peur, là. Surtout que tu sais, OK, c'est lui. C'est le fou là, qu'on a vu avec la couverte ensanglantée. Là. Ça m'étonne qu'ils ne sont pas juste stationnés sur le côté, Ben, mais il y avait c'est- peut-être peur qu'ils fassent pareil, je sais pas trop. Ouais, j'aurais mis mes petits, je sais pas, mes feux d'urgence, mes 4 flashers. Mais que ça aurait fait tes 4 lâcheurs? Tu te tasses sur le côté puis tu le laisses dépasser. Si tu veux qu'il arrête en même temps, tu repars. Piou. Ouais, tu repasses en trace. Ouais, c'est sûr. Tu sais pas, c'est pas un gun ou quelque chose non plus. Hein. La camionnette qui était conduite par Denis Depu a fini par s'arrêter sur le bord de la route. Les Thornton ont décidé de faire demi-tour pour noter la plaque d'immatriculation et la transmettre à la police. Quand ils ont repassé devant la Chevrolet, Marie et Ray ont vu un grand homme qui portait un chapeau blanc. Il était derrière la camionnette et il changeait de plaque d'immatriculation. Dans le film, la bébite aussi apporte un chapeau. Ça apporte Mhm. un grand manteau long brun avec un chapeau dégueulasse brun aussi. Là. Ouais, son trench coat où il y Ouais. a l'aile qui sort, là. Ouais. Son aile de démon. Ouais. Pendant que le monsieur est en train de changer les plaques, la porte du côté passager est ouverte. Puis Marie, elle a remarqué qu'il y avait plein de sang sur la porte du côté passager. Là, à ce stade-là, là, Marie puis Ray Thornton, ils capotaient en maudit et je les comprends, là. Tu sais, genre d'affaires, tu te dis, je verrai jamais ça de ma vie. C'est assez stressant. Ah, c'est pas le fun. Ton petit road trip, il tente plus, là. Ouais, ils ont pas dû en faire grand après ça. Ils ont décidé de retourner encore sur leur pas et d'aller à l'école, où ils avaient vu la Ouais. voiture et le drap ensanglanté. Sur place, le couple a trouvé la couverture blanche tachée de sang dans un trou creusé par un animal. Là, ils se sont dit, OK, faut vraiment aller voir la police. Là, il n'y avait pas le numéro de plaque comme ils voulaient noter parce que quand ils ont voulu retourner de bord pour voir le numéro de plaque, bien, le monsieur, changé. Denis Depu, l'avait changé. Mais heureusement, à cause de son petit jeu de route, Marie, elle se rappelait de 2 lettres de la plaque d'immatriculation. Jeez. G et Z. Malheureusement, c'est pas ça qui a aidé à trouver Denis Depu. Les ressemblances avec le film sont assez évidentes. Puis le fait aussi que le meurtre de Marilyn est arrivé au printemps, à Pâques, la bibite, elle arrive à tous les 23 ans au printemps. Il y a clairement un lien. La scène d'introduction du premier mort de peur, puis la partie dans la voiture où Marie et Ray Thornton ont été suivis de très près Ouais. par la camionnette, c'est identique. Jusqu'à la plaque, jusqu'à l'école, mais dans le fond, c'est une église. Il y a vraiment énormément de similarités. Il y a aussi le fait que Denis Depu, il n'y avait pas un beau visage, Denis Depu. Mais ce qui fait vraiment peur, c'est ses yeux. C'est pas nécessairement le regard, mais Denis Depu avait du blanc en dessous de ses pupilles. Tu sais, des gens qui ont ça. Mais lui, on voit vraiment le blanc en dessous. Je vais mettre une photo sur Instagram, vous allez mieux comprendre. Là. Clairement, il y a une inspiration, même si le directeur l'a pas admis. Mais l'histoire de Marilyn et Denis Depu n'est pas terminée et je me permets de la continuer. Ce qui s'est passé par après avec Denis Depu. Ben oui. Les autorités se sont tout de suite rendues dans la cour d'école abandonnée après l'appel des Thornton. Les policiers ont trouvé des traces de pneus identiques à la camionnette de Denis. Il y avait des morts de sang. Le sang appartenait à Marilyn Depu. Son corps aura seulement été retrouvé le lendemain, le 16 avril 1990. Elle a été retrouvée à côté d'une route déserte à mi-chemin entre sa maison et la vieille école. Elle avait été tuée avec une balle derrière la tête. Denis, lui, il était intraçable. Même avec le GZ, ça n'a pas été assez, évidemment. Ouais. Il avait disparu. Là. Quelques jours seulement après le meurtre de Marilyn, Denis s'est mis à écrire plein de lettres bizarres à ses proches et à ses amis. Ses propos étaient complètement décousus. Denis essayait de justifier la mort de son ex-femme, puis il mettait le blâme sur tout le monde, n'importe qui, mais sauf lui.
Au total, il y a eu 17 lettres, puis elles ont été envoyées de plusieurs endroits. Genre une à partir de Virginie, une à partir de Oklahoma, une à partir de Iowa. Iowa! Tu sais, c'est un peu partout, puis c'est pas des endroits qui sont collés un à côté de l'autre, là. Donc, ils étaient clairement sur la route en déplacement, En cavale. en cavale. Dans une des lettres, Denis a écrit, et je cite, « Marilyn a eu de nombreuses occasions de me traiter équitablement pendant le divorce, mais elle a choisi de me piéger, de me mentir. Quand vous avez perdu votre femme, vos enfants et votre maison, il ne vous reste plus grand-chose. J'étais trop vieux pour recommencer. » Donc, il essaie de le justifier, clairement. Ben oui, c'est clair. Là. Denis a ensuite accusé les amis de Marilyn d'être responsables de sa mort. Genre que c'est de leur faute. 3 mois après le meurtre, Denis a envoyé des copies d'une lettre de 13 pages à des amis et des proches. Puis ça disait des affaires du genre œil pour œil, dent pour dent, mensonge pour mensonge, vie pour vie. Je me rends compte que la vengeance m'appartient, dit le Seigneur, mais parfois le Seigneur est occupé à faire autre chose. Il y a peut-être une note, là. Non, il était clairement plus bien. Là. C'est rendu à l'état que tu tues ta femme. C'est Oui, en oui. plus quand tu fais des affaires de. J'écris des lettres à plein de monde. Non, c'est ça qui est plus bien. Là. En mars 1991, la série Unsolved Mysteries a fait un épisode sur le meurtre de Marilyn Depew. Saison 3, épisode 20, si jamais ça vous intéresse. Il est gratuit sur YouTube. Puis sinon, sur Amazon Prime, il les a toutes. C'est en anglais, par exemple. Le mystère de l'épisode, c'était « Il est où Denis? » Parce qu'il l'avait pas retrouvé, il s'est enfui comme un champion. Dans l'épisode, l'histoire a été racontée, des photos de Denis ont été montrées. Puis le soir même où l'épisode a joué, la première fois aux États-Unis, le 20 mars 1991, il est arrivé quelque chose. Ce qui est arrivé, c'est que Denis il était rendu à Dallas, au Texas. Il s'était reconstruit une vie avec une nouvelle femme et Denis avait changé son nom pour Hank Quinn. Très bon choix. C'est du sarcasme. OK. Sa nouvelle partenaire, qui elle demande ne pas être nommée, dit être arrivée du travail et s'est fait accueillir par Denis, qu'elle connaissait sous le nom de Hank Quinn. Il était super agité. Il était en train de faire ses valises. Il explique à sa douce qu'il fallait qu'il quitte immédiatement, que sa mère avait eu un pépin de santé puis il devait partir là. Il demande à sa copine de lui préparer de la nourriture pour la longue route. Denis quitte avec sa voiture, puis donne un petit bec à sa blonde. Tu sais, il fait attention à gérer sa route. À ce moment-là, elle ajoutait de rien, là. Elle a dit par après qu'elle était convaincue que Denis avait vu l'épisode, mais elle était comme « Oh fuck! Ouais. Je vais me faire pogner, il y a mes photos pis tout, I gotta go! » Fait que là, il était parti en route vers... En autre cas, il avait recommencé sa cavale. Hein. Il était reparti pour une deuxième cavale. Un des amis à la copine, la partenaire de Denis, la nouvelle partenaire de Denis, a avisé les autorités. Elle l'a reconnu en écoutant l'émission, puis elle leur a donné le numéro de plaque de Denis. Ce qu'il y avait comme plaque à ce moment-là, puis sa blonde l'a su. Le choc, toi. Ton chum a des enfants, il a tué son ex-femme, il est en cavale, c'est pas son vrai nom, genre... Dans le fond, je le connais pas pantoute. Là, non. Ça va être quelque chose. Ils habitaient ensemble, puis tout, là. Tu sais, quand tu connais pas quelqu'un. 4 heures après la diffusion de l'émission, des policiers ont spoté la vanne de Denis Depew à la frontière entre le Mississippi et la Louisiane. Denis, il voulait pas s'arrêter, là. Il y avait des barricades, il a foncé dedans, il se faisait tirer dessus sur la voiture, il arrêtait pas. Il y avait une fusillade des deux bords. Lui, il tirait sur le monde tirait sur lui, jusqu'à temps que finalement, ils ont réussi à tirer sur ses 2 pneus arrière. Puis là, à un moment donné, il a roulé sur quelques kilomètres, puis il a pas joué de s'arrêter, là. Ça roule plus. C'est à ce moment-là que Denis Depew a pris son fusil et il a mis fin à ses jours. OK. C'est ce qui est arrivé. C'est triste. C'est triste. C'est triste parce que les enfants ont perdu autant leur mère que leur père. Ouais, ils ont tout perdu, en fait. Là. Non, mais j'avais aucune idée que c'est comme inspiré de quelque chose de réel. Puis c'est vraiment intéressant pour vrai. Ouais, puis il y a quelque chose d'autre que je n'ai pas le choix d'aborder par rapport au film. Je t'en ai parlé un peu. Ce que je dois parler, c'est du fait que Victor Salva, le directeur du film, a été reconnu coupable d'inconduite sexuelle envers un mineur en 1988 et pour possession et production de pornographie juvénile également. La victime faisait partie du casting du film Clown House, qui est sorti en 1989. C'est aussi un film qui a été dirigé et compagnie par Victor Salva. Il a été condamné à 3 ans de prison. Il a purgé 15 mois et il a terminé sa libération conditionnelle en 1992. Un peu moins de 10 ans plus tard, ces événements-là, Mort de peur était sorti. Et Victor Salva a eu une très belle carrière. Il a même travaillé pour Disney en 1995. Il a eu beaucoup de nominations pour des prix tout au long de sa carrière, dont une nomination pour le film Clown House, dans lequel sa victime faisait partie du casting. Il y a 3 films de Jeepers Creepers, Mort de peur.
Le troisième est encore sur Netflix, malgré l'outrage que ça a créé. Je me rappelle, je pense, le film est sorti en 2017, puis en 2018, ils ont mis le film sur Netflix, puis c'est là. En même moment qu'on l'a écouté ensemble, c'est après que j'ai vu que, qu'est-ce que c'est ça? C'est grave. Oh, ouais, c'est vraiment pas drôle. Là. Puis, je vous encourage pas à écouter le film, évidemment. Là, je l'ai vu, je les réécouterai pas, le film, là. Je donnerais pas de l'argent de plus à cet homme-là, là, qui devrait pas avoir une carrière. Puis, j'en parle pas pour encourager le monde à l'écouter, mais c'est parce qu'il y a une femme qui est morte, puis elle mérite autant d'être parlée, même si elle a une liaison avec ce film-là. Là. Il y a une victime dans ça. Il y a Marilyn Dupuis et ses enfants. Et la femme qui veut pas être nommée, qui était la nouvelle partenaire de Denis Dupuis. Mm-hmm. Puis clairement, Denis Dupuis, c'était un homme qui était troublé, puis qu'il n'y a pas eu l'aide peut-être qu'il aurait eu de besoin, là. Mais peu importe. En tout cas, mon point est que je vous conseille pas d'écouter ce film-là. Puis Marilyn Dupuis, elle mérite quand même d'être discutée. Fait que venez pas pour canceller, OK? Il va y avoir un 4e Jeepers Creepers. Mais c'est pas Victor Salva qui va s'en occuper, là. Il est complètement... Il est plus dans le film. Ça reste quand même sa création, par contre. À la base, le film va s'appeler Jeepers Creepers Reborn. Fait que c'est comme... Un reboot. Un reboot. Puis sur la couverture du film, c'est une fucking poussette. Fait que c'est le bébé Creepers. C'est le bébé Creeper, je sais pas, parce qu'il est comme en arrière de la poussette. Ah, c'est pas beau. Mais j'ai pas trop compris s'il est sorti, s'il est pas sorti, s'il y a eu un délai à cause de la COVID, parce que j'ai lu quelque part qu'il était sorti en 2021. Je sais pas trop. OK. Mais il y en aura un autre qui s'en vient. C'était pas nécessaire. Non. Il y a d'autres choses. À un moment donné, Ils savent plus quoi faire. ils savent plus quoi faire. Peter Salva, il pourrait retourner en prison si c'était rien que de moi. Il a pas été là assez longtemps. Travailler pour Disney. Pendant ce temps-là, il fait Johnny Depp dehors. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Mais c'était ça, nos deux histoires, nos deux films d'horreur inspirés de Ferrell. Il y en a vraiment plein. J'aimerais vraiment ça en refaire. Fait que dites-nous-le si vous aimeriez qu'on en refasse d'autres. Ouais, si ça vous intéresse, faites-nous-le savoir dans les commentaires. Écrivez-nous. Puis comme ça va nous donner une bonne idée là, si ça passe ou ça casse. Ouais, on a voulu essayer quelque chose avec mon spécialiste qui est Grégory. Oui, c'est moi. Ben, c'est tout pour cet épisode. Entre-temps, ben, allez voir notre Instagram, lespetitesfrousses.pod. Si ça vous tente d'être de bonne humeur, vous pouvez nous laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide vraiment. Ça aide des gens à nous découvrir. C'est Puis... toujours très apprécié. Oui, on aime ça vous lire. Puis si vous avez des histoires de frousses à partager, c'est à l'adresse courriel lespetitesfrousses@gmail.com. Je vais le mettre dans la description des épisodes à partir de maintenant. Je cherche pas trop loin, il est là. Sinon, écrivez-moi, moi vous le dire. C'est ça. C'est ça. Bon, ben, À la prochaine frousse. c'est ça. Bye. Salut. Steer right! Jeez, hopefully this is the last pitch. What in the walk-off world? That's a Skag Liberty Z zero-turn mower. That cat's eye gold color, tough as nails, tubular steel frame, comfy, thick cushioned seat, powerful engine, heavy-duty cutter deck. Stay up! What's the call? The moment you know, you want a Skag. Visit skag.com to find out why Skag mowers are simply the best. Whether you need to restock the fridge or just have a sudden, intense craving for cheese puffs, Kroger Delivery will get you just what you need in as little as 30 minutes. From groceries to household items, Kroger delivers right to your door. So don't let one major craving have you reaching for your car keys. Open the Kroger app and start your cart, whatever the cart. Kroger, fresh for everyone. Delivery times not guaranteed. Restrictions may apply. See site for details.